pas mal d'avoir ça. Voilà, je vois qu'il y a une autre personne qui est en train d'arriver. Bon. Tout le monde a eu le temps de lire Le Baron Perché? Oui. Ouais, super, super. Je vous pose la question, ça peut vous sembler évident en fait, mais je fais partie d'un autre club de lecture anglophone à Doha, où j'habite. Et étrangement, en fait, ce n'est pas une obligation de lire le livre qui a été choisi. Je pense que l'aspect social est plus important que l'aspect littéraire. Et donc, en fait, bien souvent, il y a des participants qui n'ont pas lu le livre. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais bon, vous, à chaque fois, vous l'avez lu, donc c'est super. Alors, j'ai hâte de vous entendre sur le Baron Perché. La dernière fois, je vous avais dit que c'est le premier livre sur les 5, on en est à 5 réunions, hein. C'est le premier livre sur les 5 que j'ai choisi sans l'avoir lu avant. Et je n'aime pas trop, je n'aime pas trop faire ça habituellement, hein. J'aime bien que les choses soient très carrées pour ceux qui me connaissent, qui ont fait des ateliers avec moi. Et donc c'était un pari, mais je voulais absolument choisir un auteur italien pour cette fois-ci, pour changer un petit peu de la littérature française et anglo-saxonne. Et voilà. Et donc pour moi ça a été une découverte aussi. Et voilà. Et donc j'ai hâte de vous entendre. Je vois que Karine nous a rejoint. Super. Bonsoir Karine, si tu nous entends. Alors, donc pour Paul qui ne connaît pas encore le principe, en fait, tout simplement, à tour de rôle, on s'exprime sur le livre. Donc, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, s'il y a des passages que vous avez relevés, s'il y a des choses, voilà, s'il y a des questions même, du point de vue de l'écriture. Moi, je suis là pour apporter toujours un point de vue un peu plus technique par rapport à l'écriture. Et voilà, de manière très détendue et informelle, à tour de rôle, on s'exprime. Qui veut commencer, du coup? Quelqu'un en particulier? Commencer. Ah bah ok, super. Comme ça, je peux pas influencer. Et comme ça, je pourrais donner un avis, on va dire, brut. Parce que Oui. j'ai terminé le livre il y a une demi-heure. D'accord. Donc, voilà. J'ai l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire parce que j'ai trouvé le livre plutôt dynamique. L'écriture, le style était plutôt dynamique. Le fait de faire intervenir dans la narration le frère comme le personnage principal, Cosimo. Je trouvais que chaque chapitre était bien rythmé, qu'il y avait, il y avait un rappel à l'enfance, aux souvenirs d'enfance, qui était sympathique. Voilà, je crois que j'ai donné mon avis principal, et c'est tout. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu ou qui t'ont dérangé ou interrogé? Alors, sur la fin, le rappel, enfin, l'analogie avec les passages historiques, je suis nul en histoire. Je crois que j'étais un mauvais élève, surtout en histoire. Mais les rappels historiques, enfin, le mélange, je ne sais pas si c'était un mélange ou j'étais un peu perdu, en fait, parce que je n'avais pas le contexte, je n'avais pas les repères historiques pour bien comprendre la portée de ce que l'auteur voulait faire comprendre ou mettre en avant. D'accord. Ok. Oui. Donc plus un manque de contexte pour bien situer en fait la narration par rapport à l'époque à laquelle se situait l'histoire. Donc fin 18e siècle. Ok, ok, très bien. Bah, merci Paul d'avoir eu le courage de commencer. Super. Qui d'autre? Allez Isabelle, je vois que ouais, Ouais. Isabelle a allumé le micro. Alors moi par contre, je l'ai terminé il y a bien 15 jours au moins, mais j'avais pris 2-3 petites notes. Alors je connais pas cet auteur si ce n'est de nom, voilà comme ça, hein. Au début, j'ai trouvé, je suis rentrée, la fleur au fusil dans le livre. J'ai trouvé que c'était drôle, j'ai vu de l'humour moi, pas mal, surtout au début. J'ai trouvé que c'était un peu astucieux, délirant, et après progressivement, j'ai été vraiment mais plombée,
plombée par... j'ai décroché, mais je suis allée jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment trouvé ça de plus en plus lourd. Alors effectivement, les allusions aux philosophes des Lumières, que sans doute j'ai pas complètement décodé d'ailleurs, hein. Mais c'est sûr même. Mais vraiment, progressivement, j'ai été de plus en plus déçue et ça a été difficile de le terminer. Voilà. Alors qu'au début, vraiment, je trouvais que c'était, je sais pas, ça partait effectivement avec cette vision du frère, ce côté délirant d'être perché, de continuer à vivre, d'arriver, de parvenir quand même à inventer une histoire où le héros finalement vit tous les épisodes d'une vie, mais toujours sur l'arbre, d'une façon ou d'une autre, ou en passant d'arbre en arbre, de propriété en... J'ai trouvé ça vraiment fort. Mais voilà, pour le reste, j'ai eu du mal. D'accord. Merci Isabelle, c'est bien d'avoir aussi un avis un peu contrasté. Ok, ouais. Je prends quelques notes pour me souvenir ce sur quoi je veux réagir. Ok, très bien. Qui d'autre? Karine qui nous a quittés, qui vient de revenir. Est-ce que tu nous entends? Ah, j'ai l'impression que Karine a des problèmes de son. On ne t'entend pas, ça grésille un peu. Bon, peut-être tout à l'heure. Du coup, est-ce que Fabienne, tu veux bien continuer? Je fais dans l'ordre de mon écran. Oui, je veux bien. Alors, mais quelle horreur! j'ai lu très peu. J'ai lu très peu de romans, je sais pas comment on pourrait dire, de contes philosophiques. Oui. Comme ça, je suis très peu attirée par ce genre de livres. Je suis rentrée dans celui-là, en effet, comme Isabelle, en me disant, oh super, rigolo, original, hein. Jusque j'ai lu la première moitié, je crois, en 3-4 jours. Et puis, je me suis ennuyée. Du coup, je l'ai lâché et je viens de le finir là, juste avant de... En mode, les 100 dernières pages, j'ai un peu... Ouais, j'avais pas trop envie. J'avais plus envie, en fait. Ça a été difficile d'y revenir. Et du coup, bah, les 100 dernières pages, je les ai faites entre hier et aujourd'hui, mais en mode un peu, allez, je me débarrasse, quoi. Et en gros, je dirais que j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais au milieu, la deuxième partie, à partir du milieu et la deuxième partie, ouais, je m'ennuyais un peu, quoi. Voilà. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le format, enfin, le mode conte philosophique qui, pour le coup, me correspond pas. Parce que, au demeurant, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, l'écriture était fluide enfin, oui, je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Je m'explique pas vraiment, en fait. J'aime bien les romans où il y a un peu d'histoire également, etc. Là, je trouve que c'était abordé en plus avec pas mal d'humour. Donc, voilà, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, mais j'ai décroché, en fait, un peu comme Isabelle. J'ai peiné. Je crois qu'il y a très peu de livres pour lesquels j'ai capitulé en plein milieu. Donc, je vais toujours au bout. Je suis allée au bout, mais ouais, ça a été un peu difficile la dernière partie quand même. Voilà, et j'arrive pas vraiment à me dire pourquoi, en fait, à m'expliquer. Voilà ce Ok. que je peux en... Merci Fabienne. Très bien. Moi, j'ai une petite théorie sur ça, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, Karine, est-ce que tu arrives à nous entendre? En direct, non. Euh, Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si elle nous entend. On va continuer et puis peut-être qu'elle pourra nous rejoindre tout à l'heure. Du coup, Jean-Baptiste. On va écouter Jean-Baptiste. Ah, ça marchait bien tout à l'heure. Merde! En plus, c'était intéressant parce que j'avais partagé
Je vais lui mettre un petit un message parce que... Problème technologique. Oui. Je ne sais pas si elle a vu. Nous, on a vu. Bon. Pour tout le monde. Génial. Ah, elle pense qu'elle n'est pas connectée. Bon. On va continuer. On va écouter Jean-Baptiste. Je vais envoyer un petit WhatsApp à Karine, mais je t'écoute Jean-Baptiste juste pour lui dire que elle est bien connectée. D'accord. On commence tranquillement alors. Ouais. Moi, mon avis va être un petit peu un mélange de chacun des avis qui ont été dits jusqu'à présent. Comme Paul, Isabelle, Fabienne, au début, j'ai trouvé que ça faisait très conte. Ça m'a même fait penser un peu au Petit Prince, tu sais, dans une ambiance avec le narrateur qui est à l'extérieur et qui raconte l'histoire de l'enfant, etc. Et, Ah, je vais désactiver le son parce que ouais, elle a un problème. Voilà, c'est bon, normalement, on va bien pouvoir entendre Jean-Baptiste. Et donc, comme Paul, j'ai trouvé intéressant le fait que ce soit le frère qui raconte l'histoire. En fait, il est comme un narrateur omniscient dans ce que j'ai eu l'impression, même si c'est lui qui parle à la première personne, mais il est très peu en jeu dans l'histoire. Et alors que beaucoup des personnages sont décrits de manière très contrastée, comme la mère en tant que générale, avec tous ses lubies sur les cartes et les trucs comme ça, la sœur qui est comme une nonne avec ses cuisines un peu extravagantes et les trucs comme ça. Il y a toujours des descriptions de personnages très spécifiques et très différentes les unes des autres. Mais le petit frère, t'en entends pas beaucoup parler, il est très neutre en fait comparé aux autres personnages. Et donc en tant que narrateur, je me suis demandé si c'était fait exprès qu'il soit neutre pour rendre le reste encore plus présent ou si c'était juste comme ça que ça s'était fait. Donc il y avait cette partie-là. Et en parlant de contraste, ça me faisait penser au fait que souvent l'auteur, dans la manière dont il décrit les choses, il nous présente les choses d'une certaine manière et le contre-pied que prend le baron Perché dans sa manière de faire les choses ou de penser les choses. J'essaye de revoir parce que j'avais noté quelques trucs. C'est en somme Cosimo, tout célèbre qu'il fut pour sa fugue, vivait à nos côtés comme si rien n'avait changé ou presque. C'était un solitaire qui ne fuyait pas la compagnie des gens. Tout se passait au contraire comme si la seule chose qui lui tenait vraiment à cœur était les gens. Donc en même temps, il veut s'éloigner, mais il reste près des gens, etc. Il y a toujours un espèce de petit contraste entre une description et l'opposé que prend Cosimo. Et ça revient aussi dans le personnage de Viola, la fille qui est toujours aussi dans un peu les opposés, les contraires. Elle va dans un endroit mais part dans une autre direction et revient, repart, etc. C'était assez... les choses se répondaient un petit peu dans cette idée de contraste et d'opposition, je trouvais. Une autre chose à laquelle ça me faisait penser, c'était la manière dont l'auteur nous invite à prendre un peu de hauteur pour regarder les choses et changer de point de vue à travers ce personnage. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que le fait d'être bloqué lui aussi dans son point de vue trop en hauteur en permanence et qu'il veut plus redescendre, bah finalement ça le limite parce qu'il peut pas traverser les endroits où il n'y a pas d'arbres
et aller voir ce qui se passe de l'autre côté pour voir où est allé son chien, par exemple. Ou, il y a toujours un truc, il faut qu'il trouve des acrobaties pour passer d'un endroit à l'autre, trouve des chemins détournés par rapport à nous, même si à d'autres moments, lui, ça lui facilite les choses. Donc, il n'y a pas une idée que l'un est mieux que l'autre, mais peut-être que le fait que les deux se compléteraient. Mais ça, c'est pas forcément dit dans l'histoire, quoi. C'est mon interprétation personnelle. Après, un petit peu comme les autres, comme Fabienne et Isabelle, j'ai trouvé qu'à un moment, ça commençait à plus m'intéresser autant. J'avais l'impression que c'était répétitif, qu'il avait épuisé un peu le truc qu'il était en train d'explorer à un moment. Et en même temps, ça faisait plein de petites histoires où je me demandais, mais comment tu les relis ensemble par rapport à ce qu'on avait étudié dans les ateliers, dans un arc global ou avec un but global. Alors j'essayais de trouver, voir est-ce qu'il avait vraiment un but ou est-ce qu'il avait juste pris une règle de vie? Est-ce que ça pouvait s'apparenter à un but d'être toujours dans les arbres ou pas? J'avais un peu du mal avec ça. Donc, je voulais poser la question, est-ce que toi, tu vois qu'il y avait un fil directeur autre que le fait que il était monté dans les arbres, il voulait plus en descendre et on explore à partir de là, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie? Oui, je répondrai à ça tout à l'heure. Oui. Et là, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais dire d'autres choses ou pas? Il y avait un passage que j'ai trouvé assez intéressant et qui montre aussi encore les idées de contraste. Je vais juste noter le donner et après, je laisserai la parole aux autres. En bref, il y avait chez nous aussi toutes les causes de la Révolution française, à la différence près que nous n'étions pas en France et la Révolution n'éclata pas. Nous vivons dans un pays où les causes se produisent toujours et jamais les effets. Et je trouvais ça assez rigolo, en fait, de voir les choses comme ça, où tu as tous les potentiels, mais finalement les choses se font pas. Et c'est un peu comme le roman m'a donné à certains moments l'impression. Il y a du potentiel, mais des fois ça fait splouch. Donc voilà, je vais laisser là-dessus. Ok, merci Jean-Baptiste. J'ai un très fort écho. Ah, ça y est, c'est mieux. Ok, super. Merci Jean-Baptiste, c'était très riche comme d'habitude. J'ai noté pas mal de choses et je vais répondre à ta question à la fin. On va écouter Catherine. Alors oui, moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de lire des contes. Alors, lorsque j'ai commencé cette lecture, j'étais un peu perplexe. Ma curiosité a fait que j'ai continué à lire parce que je voulais savoir jusqu'où allait aller ce petit garçon têtu. Et puis finalement, je me suis prise au jeu, j'ai lu jusqu'au bout, sachant que parfois il y avait quand même des passages assez longs. Mais j'ai trouvé que c'était de la part de l'auteur, d'Italo Calvino, une belle invention littéraire. J'ai trouvé qu'il était très original. Il a écrit un personnage atypique, drôle, captivant, têtu, déterminé. Et puis, je veux dire, quand il écrit cette invention d'inventer une bibliothèque dans les arbres, de déplacer les livres, parce que ceux-ci pensent que ces livres vont être mangés par les rongeurs, je trouve qu'il y avait vraiment une belle invention littéraire et beaucoup d'imagination de la part de l'auteur. Et puis, qu'est-ce que j'ai... Oui, moi je vis ici à côté de forêts, de prairies, de tout ce qu'on veut. Ce matin, j'étais dans une forêt, j'ai fait 10 km dans une forêt, souvent. Et j'ai pensé à ce petit garçon. Je pensais à ce petit garçon, moi c'était dans une forêt de chênes, beaucoup de chênes. Et oui, je me disais pourquoi pas quitter, plaquer, partir comme ça, ne voir plus personne, vivre dans une profonde solitude. Je crois que ça me dérangerait pas finalement.
Et puis j'ai trouvé ce livre, en connaissant un peu la nature et faisant de grandes balades dans les forêts, que c'était authentique, vivant et palpable pour moi. J'ai bien ressenti tout ça, la notion de cette nature. Bon, il y a des choses, rencontre Napoléon dans la forêt, tout ça. J'ai trouvé ça amusant, plaisant, très très présent. Et pour moi, c'était une belle découverte de lecture. Voilà. Et là, je me suis posée, est-ce qu'aussi solitaire que l'on puisse être, peut-on vivre en isolation totale du monde? C'est une question que je me pose souvent. Parce que, oui, dans les forêts, finalement, on est toujours seul. Hein, toujours seul. Enfin, moi, je ne suis pas seule quand je me promène dans la forêt parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Mais je trouve que c'est vraiment un beau moment de solitude, la forêt. Ok, merci. Loin de cette société très violente. Merci Catherine. Cette question aussi, j'y répondrai. En fait, j'ai plein de... Si ça t'intéresse, ce sujet de l'isolement en littérature, moi, c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup. Je m'en rends compte parce que tu viens de le mentionner. Et il y a d'autres livres sur cette question-là. Ok, très bien. On va écouter Constance. Alors, évidemment, ça tombe bien, l'intervention de Catherine et sa question sur la solitude, l'isolement, parce que du coup, je l'ai compris exactement à l'inverse, ce livre, et notamment à travers ce qui pour moi est une des clés, le passage qui est au chapitre 14. Et en fait, ça commence par « y compris ceci, les associations rendent l'homme plus fort et elles mettent en valeur les meilleures aptitudes de chacun et elles procurent une joie, blablabla ». Je ne vais pas vous lire parce qu'il y en a au moins 10 lignes. Et ça se finit par celle qui nous force à tenir toujours la main sur la garde de l'épée. En gros, ça raconte que l'union fait la force en fin de compte et que y a de la place pour toutes les spécificités, toutes les singularités, et que ce personnage, de mon point de vue, choisit de prendre de la hauteur. Donc, comme disait Jean-Baptiste, je reviens pas là-dessus parce que moi, j'ai la même chose à dire que Jean-Baptiste là-dessus. Mais finalement, il prend de la hauteur, il prend de la distance, surtout pour être encore mieux avec les autres. Et ça marche en fait, parce que personne ne lui tourne vraiment le dos. Les gens sont un peu dans l'incompréhension au départ, etc. Mais notamment sa mère, qui est... on a l'impression qu'en fait, elle est connectée complètement à lui et à son projet. Alors après, je suis d'accord aussi avec tout le monde, c'est-à-dire que la première partie, j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais pas Italo Calvino, je savais qu'il avait été oulipien, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, l'écriture sous contrainte, etc. Mais en tant qu'écrivain italien, je le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, je connais pas du tout l'italien. Mes seuls restes, c'est l'italien, comment dire, en coma dépassé, c'est-à-dire le latin. Mais je me suis posé la question à plusieurs reprises de savoir si ne pas connaître la culture, c'était un écueil à bien comprendre les traductions françaises. C'est toujours un peu difficile. Finalement, j'ai vu aussi le conte, notamment dans l'oralité du narrateur, parce que finalement, c'est son frère, effectivement, qui raconte l'histoire telle que Cosimo lui a transmis. Donc, il y a une vraie tradition là-dessus que j'ai appréciée. Moi, j'aime bien les contes, j'aime bien l'univers des enfants, surtout s'il est impertinent. Donc là, au début, ça commence bien à ce niveau-là. Ça finit bien aussi. J'ai bien aimé le côté révolution française, parce que bon, c'est une période qui me fascine et qui est assez constructrice, fondatrice en tout cas pour nous en France. Et en revanche, je me suis vraiment ennuyée grave au moment du thème des amours avec Viola, avec sa copine qui revient, et puis au moment du thème de la guerre. Et là, j'ai retrouvé le côté latin, chiant, des thèmes et des versions qu'on faisait qui étaient un peu... voilà, donc dans une espèce de style un peu limite pompier. Alors, je ne dis pas que les auteurs latins anciens étaient pompiers, hein, je ne me permettrai pas, mais en tout cas, c'était quand même très, très chiant. Et là, j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Donc, je me dis, est-ce que, ça c'est pour Christine, est-ce qu'il y a un problème d'arc narratif? Et justement, les autres ont dit, et je vous rejoins tous, est-ce qu'il n'a pas voulu mettre un peu comme un fourre-tout, allez hop, je traite de ce thème-là, allez hop, je traite de ça. Et puis, j'ai pas vraiment
n'y a plus vraiment de structure et de lien logique, en tout cas, voilà. Mais ça reprend à la fin assez sympathiquement. Alors après, ce que j'ai vu aussi, c'est la capacité qu'on a à s'adapter à son environnement. Et surtout, j'ai trouvé que c'était une très belle écriture, notamment au niveau de la précision. Et plusieurs fois, j'ai cherché dans le dictionnaire le champ lexical, tout le vocabulaire de la nature, etc. Moi, je suis plutôt une urbaine, je lis plutôt des bouquins un peu citadins, très contemporains, etc. Donc, tout ce qui est des sagas, des trucs qui se passent dans la mer, dans les îles, dans la forêt. Bon, voilà. Et donc, là, je trouve qu'il y a une vraie richesse et qu'on est vraiment plongé au cœur des ténèbres. Parce que ça, je sais qu'il a fait une thèse sur Conrad. Donc voilà, c'était pour le petit Oups. Et puis, donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et surtout, il y a un truc que j'ai trouvé super drôle. Donc, je ne sais pas si vous avez cette version-là, mais en tout cas, à la toute fin, il s'auto-analyse. Donc, en fait, on voit qu'il y a quelques pages d'un anagramme d'Italo Calvino qui raconte comment analyser cet ovni littéraire. Alors, est-ce que c'est un conte pour enfants? Est-ce que c'est un conte philosophique? Il ne sait pas trop. Il y a du lyrisme, il y a on est dans le naturalisme, mais pas trop non plus. On est dans quelque chose d'un petit peu, enfin bref, dans quelque chose qui n'arrive même pas à définir lui-même. Donc là, il y a peut-être des clés aussi pour le fait que c'est pas qu'on n'ait pas tous adoré ce roman-là, en tout cas pas la deuxième partie. Voilà, donc moi, mes thèmes que j'aime bien, c'est la singularité, c'est qu'effectivement, il faut tout pour faire un monde, etc. Donc là, je trouve qu'on est vraiment dedans. Et puis, la précision de la description de l'environnement, ou surtout au début, quand il prend de la hauteur, en fait, tout ce qui est en dessous, tout ce que nous, on voit à hauteur d'hommes et de femmes, en fait, ça devient des petites fourmis et tout. Et finalement, ça a beaucoup moins d'importance que ce qu'on veut croire. Donc voilà, en ça, j'ai bien aimé. Ok, bah merci Constance pour cette intervention très fournie. C'est bien parce que ce que vous partagez, ça me rappelle moi aussi des détails en fait que j'avais pas forcément notés et sur lesquels je vais pouvoir réagir et partager avec vous. Super. Karine, est-ce que tu nous entends cette fois-ci et est-ce que Oui, désolée, hein, mais j'ai dû reconnecter. Je vois que je peux parler j'ai une double connexion. Vous me oui, voyez par une connexion et je vous parle par une autre. J'ai pas compris, donc voilà. Alors, je vais vous rejoindre, hein, tout ce que vous avez dit. Je suis globalement d'accord avec vous tous. Je ne connaissais pas cet auteur du tout. Donc, c'est une belle découverte littéraire et intellectuelle. Je ne suis pas rentrée tout de suite dans le côté conte parce que j'ai trouvé les descriptions justement de l'Italie et historique trop sérieuses pour me faire pénétrer dans une histoire de conte. Alors après, forcément, on y est parce que j'ai un côté trop rationnel peut-être et du coup, j'ai pas réussi à passer le cap de mon côté rationnel au côté conte parce que je me suis dit, ben, il va vivre dans un arbre, il va forcément avoir des besoins, il va forcément avoir des problèmes d'hygiène. Et en fait, le début du livre, j'ai eu du mal à rentrer dans ce côté-là et à lâcher ça, en fait. Une fois que j'ai lâché ça, je suis allée sur le côté philosophique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est sa gestion de l'instant présent. Alors, c'était aussi c'était un enfant, certes, mais à 12 ans, on n'est plus vraiment un enfant. Et finalement, je rejoins Constance qui parlait de l'adaptabilité. Et effectivement, il est sur l'instant présent, il a des cerises, il mange, il a ça. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, parce qu'en fait, il ne stressait pas sur l'instant d'après. Et il était encore sur sa colère passée, mais il ne stressait pas sur l'instant d'après, sur le futur. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je rejoins tout le monde sur le fait que la partie thème guerre, etc., la deuxième partie est plutôt ennuyeuse et j'ai eu du mal à me forcer. Je lisais, mais je m'endormais vite dessus. Je ne sais pas comment techniquement il aurait pu faire les choses autrement, mais ça m'a donné aussi cette idée de fourre-tout. Et à un moment, j'ai eu aussi cette impression de répétitivité, en fait, constante, qui m'ennuyait, effectivement. Voilà.
En tout cas, j'aurais jamais pensé à lire ce livre. Je ne le connaissais pas du tout. Globalement, je suis contente et mitigée. Voilà. Ok, Karine. Bon, bah, très bien. Deux, trois petites choses aussi sur lesquelles je vais réagir. Et il nous reste Marie-Jeanne. Est-ce que Marie-Jeanne nous entend? Oui. Allô, allô? Oui, super. Alors, Marie-Jeanne, qu'as-tu Bon. pensé de ce livre? Ah bon, j'ai bien aimé, je pense. C'était un chouette livre, vraiment. Donc, je crois que de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un homme qui se révolte et donc qui invente une sorte d'autre type de vie, comme une sorte de nouvelle société avec ses propres règles, etc. Et donc, pour moi, je pense que le but, enfin, l'idée, c'est peut-être quelque part en général de critiquer les contraintes sociales, enfin, les normes sociales, comme l'idée de s'affranchir de tout ce que nous on appelle peut-être la normalité d'une certaine façon. Donc, moi, je pense que c'était quand même pour moi dans un sens une sorte de roman d'évasion et d'aventure. Et alors, c'était chouette. Et par contre, l'idée qu'il soit seul, peut-être isolé et pendant si longtemps, bon, ça, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu triste quand même, certaine façon. Ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on a entendu tout le monde? Oui, je crois que c'est bon. Alors, je vais réagir bien sûr, et puis si après vous voulez à nouveau réagir, je serai ravie de vous entendre à nouveau. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Calvino? Vous savez, hein, cette année, c'est sa première année du club de lecture, et le défi que je me suis lancé, c'est de vous faire lire que des classiques pendant cette première année. De remettre un peu au goût du jour les classiques, de vous faire découvrir qu'il y a beaucoup de modernité dans les classiques et que certains se lisent très très facilement, contrairement à l'idée reçue qu'on en a. Et donc parmi les Italiens, je connais beaucoup moins bien cette littérature-là. J'avais demandé des conseils auprès de Jean-Louis, qui est d'habitude avec nous, et c'est dommage, il n'est pas là ce soir, parce que lui, pour le coup, il connaît très bien la culture italienne, il y vit, donc il aurait pu certainement nous éclairer sur un certain nombre de points. Bon, tant pis. Alors, moi, j'ai choisi Calvino parce que à 18 ans, quand j'ai fait mon Hippocagne, donc ma prépa littéraire, j'avais un professeur de lettres qui était odieux, horrible, horrible cet homme, et il nous avait fait lire Si par une nuit d'hiver un voyageur d'Italo Calvino. Et ce livre-là m'avait un peu traumatisée parce que c'est un ovni littéraire, on ne comprend rien, c'est un peu une torture d'avoir lu ce livre-là, et en plus on nous demandait de les lire en 48 heures et de faire des fiches de lecture après. Et donc, j'aime bien, en fait, les livres ou les auteurs sur lesquels j'ai bloqué, j'aime bien y revenir en me disant, bon, tu as mûri, tu as évolué, voyons si les choses ont changé. Et je voulais pas vous faire lire Si par une nuit d'hiver un voyageur, parce que c'est vraiment très, très, très particulier. Mais du coup, j'ai choisi Le Baron Perché, et c'est pour ça aussi que je ne connaissais pas moi-même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, Calvino, c'est un très grand nom de la littérature italienne parce qu'il fait partie de ces romanciers auxquels je ne m'identifie pas du tout moi en tant que romancière, qui cherchent en fait, il y a l'histoire racontée, mais il y a aussi ce défi technique, littéraire, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et donc ça donne des objets un peu difficiles, inaccessibles, voilà. C'est un peu des littérateurs. Moi, je trouve qui ne s'adressent pas à un grand public, du coup. Il y a des choses intéressantes, mais voilà, il faut aborder, c'est le genre d'auteur qu'il faut aborder en se disant, c'est pas une lecture que je lis comme ça au bord de la plage ou le soir tranquille pour me détendre. C'est plutôt, je vais découvrir un univers complètement délirant, et je vais essayer de comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur. Voilà. Et donc là, Le Baron Perché, comme vous, quand je l'ai commencé, parce que j'avais quand même lu les premières pages avant de vous le proposer,
pour m'assurer que c'était lisible. Je m'étais dit, bah tiens, ça va être plaisant. L'écriture est d'une précision, comme a dit Constance, et d'une maîtrise remarquable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule phrase qu'on relit 2 fois parce qu'on a eu du mal à la comprendre. Et ça, c'est quand même, bon, c'est le signe d'un grand écrivain, hein, en dehors de ce que j'ai dit sur le côté donc oulipien, mais un peu perché, quoi, je trouve. Bah, c'est le cas Baron Perché. En dehors de ça, vraiment, en termes d'écriture, voilà, c'est d'une fluidité. Moi, j'ai cherché la petite bête. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose syntaxiquement qui fonctionne pas bien, ou même à l'oreille qui ne passe pas? Il n'y en a pas. Donc ça, c'est assez remarquable. Le choix du narrateur. Donc moi, ça m'intéresse toujours. Quelle voix est-ce qu'on choisit pour raconter l'histoire? Donc là, le narrateur, c'est le frère de Com. Alors, c'est marrant, on n'a pas la même... Moi, j'ai lu une autre traduction. C'est pas les mêmes prénoms. Vous aviez Cosimo et Viola. Donc chez moi, c'était Com et Violette. Bon, c'est comme quoi, en fait, au fil des années aussi, les traductions évoluent et essayent, là, dans ce cas-là, de respecter un peu plus la culture. Donc le frère de Com, de Cosimo, qui est le narrateur, comme a dit Jean-Baptiste, c'est un narrateur qui se rappelle à nous de temps en temps. De temps en temps, il dit « je », de temps en temps, voilà, il dit « voilà, mon frère me manquait ». Vers la fin, il est un peu plus présent, il y a un peu plus le jeu, mais sinon, c'est vrai que dans la majeure partie du livre, il est assez neutre, et donc il devient omniscient, alors que ce n'est pas un narrateur omniscient, puisque c'est un personnage identifié du livre. Voilà. C'est un choix qui est intéressant, dans la mesure où, pour le coup, moi, le seul personnage auquel je me suis attachée dans le livre, c'est ce narrateur. Parce qu'on a du coup sa voix qui nous berce. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur lui, mais il avait une voix, qui est l'écriture de Calvino, qui me convenait. Voilà. Sauf que, chapitre 27, d'un seul coup, on donne la parole à Cosimo. Alors ça, bon, qui suis-je pour critiquer Monsieur Calvino? Je ne suis personne, mais n'empêche que si vous avez fait l'atelier sur les points de vue narratifs avec moi, je n'ai pas compris pourquoi d'un seul coup l'auteur a changé de point de vue et a donné la parole à Cosimo, alors que tout au long c'était le frère. Donc ça, moi, si j'avais été l'éditeur de Calvino, je leur ai dit, tu me réécris ça, on reste en point de vue, je ne me souviens plus le nom du frère, je ne sais plus, mais il n'y a aucune raison, surtout que j'ai relu ce chapitre, je me suis dit peut-être qu'il l'a fait intentionnellement parce que c'est un passage particulier. Pas du tout. Donc là, il n'y a aucune raison de briser le point de vue narratif pour en changer. Donc, ça, c'était perturbant pour moi et j'avoue que je n'ai pas beaucoup apprécié. Alors, ma théorie sur le fait que quasiment tous, on a décroché à un certain moment, moi aussi. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à le terminer. Les 2 derniers tiers m'ont paru longs pour plusieurs raisons, mais entre autres, je pense qu'il y a une raison majeure qui est qu'en fait, on ne s'attache pas au personnage. On ne s'attache pas à Cosimo, on ne s'attache pas au père, pourtant il y a 2-3 choses intéressantes. La mère qui est à peine citée. Il y avait des personnages comme ça au début le précepteur, qui avait un vrai potentiel, et je trouve qu'on nous laisse sur notre faim, et on ne s'attache pas aux personnages parce qu'en fait, ils sont très peu caractérisés. Donc, vous voyez, quand j'insiste en atelier sur la caractérisation, sur le fait qu'il faut que nous, lecteurs, on arrive à visualiser les personnages et qui deviennent presque des individus qui nous accompagnent à chaque fois qu'on réouvre le livre, et bien ça, je trouve que c'est absent. C'est absent parce que l'auteur a fait le choix de mettre l'accent ailleurs. Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on a du mal à continuer à suivre les aventures parce qu'on se dit, bon, bah, finalement, bof, quoi. Bof par rapport au personnage. On a peu accès à leur intériorité aussi. Le frère qui est le narrateur, on aurait pu. Il y avait cet espace-là, mais l'auteur a choisi de ne pas le faire. Donc, quand on a peu accès à l'intériorité aussi, ça crée une barrière entre lecteur et personnage, ce qui fait que l'attachement ne se fait pas aussi pour cette raison-là. Alors, comme plusieurs d'entre vous,
j'ai trouvé la structure très répétitive. C'est un peu le propre de ce genre de format-là. Conte philosophique, on a aussi Candide de Voltaire, Jacques le Fataliste de Diderot, et si vous les lisez, vous verrez, c'est un peu le même format où en fait chaque chapitre suit un même ordre, comment dirais-je, l'ordre dans lequel on donne les informations est toujours un peu le même, donc c'est ce qui fait que c'est assez répétitif, c'est ce qui fait que j'ai trouvé qu'en fait, comme tout conte, c'est quelque chose qui est qui se prête beaucoup à l'oralité. Voilà. La dernière fois, on parlait des livres audio. Et ben, je me suis dit, bah là, en fait, j'aurais bien aimé l'écouter en audio. Peut-être que ça aurait donné autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a cette oralité, ce côté répétitif qui fait aussi que ça peut lasser à la longue. Oui, c'est dommage que, effectivement, le côté un peu déluré, délirant du début, on le perd progressivement de par les thèmes abordés. Et j'ai trouvé que ça c'est peut-être ce qui aurait pu aussi nous retenir jusqu'à la fin. Et voilà, moi, j'étais personnellement déçue de ne pas retrouver ça jusqu'à la fin. En tant que conte philosophique, beaucoup de métaphores qui ne sont pas forcément accessibles d'emblée. La métaphore, effectivement, de point de vue de prendre de la hauteur, prendre de la hauteur sur le monde. La métaphore sur ce Cosimo qui, comme disait Marie-Jeanne, en fait, essaie de construire une autre société, mais il est dit, je crois, à 2 reprises qu'il n'y arrive pas. Il écrit même, je crois, une sorte de déclaration sur les règles de cette société, et puis en fait, ça n'intéresse personne. Donc là aussi, on peut y voir quelque chose, le fait, une prise de position chez l'auteur, on peut se rebeller, mais en fin de compte, ça fait plouf. Il paraît qu'il y a une métaphore aussi sur le fait que Cosimo passe d'arbre en arbre comme ça, et ce serait lié à la difficulté de l'écrivain à choisir en fait son fil conducteur et ne pas sauter de branche en branche. Bon, il y a pas mal de choses comme ça, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément facile d'accès. Le but de Côme Cosimo, pour répondre à Jean-Baptiste. Oui, moi je crois qu'il est énoncé assez vite dans le livre. Il décrète qu'il va rester dans les arbres, et son but c'est d'y rester. Je crois que c'est ça, et c'est ça qui est censé nous tenir en haleine. Voilà, plus ou moins réussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, mais en tout cas en termes d'arc narratif, donc quand on construit l'arc narratif d'une histoire, on prend un protagoniste et on se demande quel est son but, et c'est ce but-là qui va nous servir de base pour construire ensuite toute l'intrigue. C'est celui-ci. Et à la fin, on apprend que le protagoniste a atteint son but puisqu'il y reste jusqu'à sa mort. Tout simplement, oui, je crois que moi, il n'y a pas à chercher autre chose. C'est bien ça son but. Oui, j'ai bien aimé la phrase de Constance, prendre de la distance pour être mieux avec les autres. C'est vrai qu'en fait, au départ, il vit dans l'isolement, puisqu'il choisit de se mettre dans les arbres, c'est sa décision, et on essaye de le faire descendre, il ne veut pas. Avant qu'il commence à mettre en place un certain nombre de choses, il est vraiment isolé, il est seul, mais je ne crois pas que c'est ce qu'il cherche. Je ne crois pas que ce soit un personnage au tempérament solitaire, contrairement à d'autres héros de la littérature. Et que, effectivement, c'est intéressant de prendre de la distance pour être mieux avec les autres. Je ne sais pas ce que Calvino aurait à dire sur ça, mais c'est effectivement ce qui se passe pour ce personnage-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, autre raison pour laquelle c'est vrai qu'on finit par se lasser un petit peu de ce livre, c'est que
l'histoire retrace toute la vie de ce personnage de 12 ans à sa mort. Il meurt assez âgé. Et en fait, du coup, l'auteur s'est mis une contrainte. C'est-à-dire que si on veut raconter toute l'histoire jusqu'à sa mort, comme disait justement Isabelle, finalement, on raconte l'histoire de ce personnage, toutes les étapes de vie que nous vivons tous, mais dans les arbres. Et donc, du coup, l'auteur ne peut pas faire l'impasse sur des thèmes tels que la famille, l'amour, qui a barbé certains d'entre vous. Il ne peut pas faire l'impasse sur ça. On voit bien que ce qui amusait Calvino, c'était de mettre des références historiques. Et probablement qu'il aurait dû rester sur ce choix-là, si c'était le sien, ou sur un autre fil conducteur, peut-être le côté délirant, que moi j'aurais apprécié. Mais certains d'entre vous ont utilisé le mot fourre-tout, c'est exactement ça, c'est qu'il y a un côté fourre-tout, parce que comme il faut parler de toutes ces étapes de vie, du coup on va aussi parler de ci, parler de ça, et du coup ça fait quelque chose d'assez décousu. Voilà, si on analyse en termes de pure thématique. C'est vrai que l'intercade, là, où Violette, là, Viola, alors moi j'étais un peu surprise, ça m'a fait un petit réveil quand le personnage féminin réapparaît. C'est vrai que ça c'est plutôt sympathique, mais finalement ce passage-là est pas très intéressant et on se dit qu'il aurait pu s'en passer. Donc vraiment, vous savez, quand en atelier, je vous dis, dans un roman, on ne peut pas tout dire. Il faut vraiment choisir son message principal et ses thématiques, mais avoir une hiérarchie claire et construire en fonction de ça. Eh bien, c'est important parce que le lecteur, vous l'emmenez et il ressent ça. Si vous avez une hiérarchie, il va le ressentir. Si vous n'en avez pas et que d'un coup vous parlez de ci et vous parlez de ça et hop, je vous ajoute ça parce que ça me fait plaisir sur le moment, ça donne ce que vous avez ressenti. Vous voyez ? Et Fabienne dit oui, j'ai décroché, j'arrive pas très bien à savoir pourquoi. En fait, ce sont tous ces petits mécanismes-là, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés jusqu'à la fin, lorsqu'ils ne sont pas tenus jusqu'à la fin, qui font qu'à un moment, le lecteur, il décroche. Voilà. Donc, quand on débute en écriture, c'est sûr, on n'arrive pas à mettre le doigt forcément sur quelle est la faiblesse du livre, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre à détecter ça. Moi, effectivement, j'ai apprécié aussi la précision de l'écriture, le fait de tomber sur des mots que je ne connais pas. Ça, c'est toujours appréciable, je trouve, plutôt qu'un livre qu'on avale très vite parce que c'est du vocabulaire de tous les jours. Je trouve que là, voilà, c'est la marque d'un grand écrivain. Et ça, c'est bien, notamment les champs lexicaux, effectivement, sur les arbres et les plantes. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé une fois de plus. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça ou des questions? Est-ce que vous voulez me faire préciser quelque chose? Oui, éventuellement. Oui, Jean-Baptiste. J'ai été intrigué par ce que tu disais pour les personnages. Parce qu'effectivement, moi, au début, je m'étais dit, en fait, ils sont clairement définis. Tu sais, il fait des descriptions assez contrastées et assez extrêmes, on va dire, de ces personnages. Que moi, je m'étais bien identifié visuellement, tu sais, puisqu'ils sont décrits très visuellement différemment les uns des autres. Mais comme tu dis, on s'y attache pas. Et ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais inconsciemment, si. Où les personnages sont là, mais ils sont un peu comme des pantins. Donc je me disais, mais en fait, cette description très claire et extrême, ça devient comme de la caricature finalement. C'est pas ça que tu cherches avec un personnage pour qu'on s'y attache et pour qu'on. Ou est-ce que le fait qu'on s'y attache pas vient plus du fait qu'on n'a pas accès à leur intériorité? Tu vois c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que la description physique n'est jamais suffisante pour caractériser un personnage. En fait, lorsqu'on s'arrête uniquement à cela, donc je vais décrire physiquement le personnage,
Ça permet sur le moment de dessiner voilà, une image, mais en fait, on oublie très vite. On oublie très vite ces quelques lignes de description. Et donc, en fait, ce qui se passe pour le lecteur, lorsqu'on s'attache à un personnage, c'est qu'il y a une identification. C'est-à-dire qu'on projette sur le personnage des choses de nous-mêmes. Hein, on va retenir tel trait de caractère en particulier parce que soit on le possède ou notre mère le possède ou le patron qu'on déteste le possède. Vous voyez, on projette des choses. Mais pour que cette projection puisse se faire, en fait, il faut vraiment qu'on ait une vision 360 degrés du personnage. Alors que la description physique, c'est vraiment, c'est pas 3D, quoi. C'est une dimension, vous voyez. Et donc ça, c'est première chose. Et d'ailleurs, l'identification dont je parle, elle peut se faire sans description physique. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de livres où les personnages ne sont jamais décrits physiquement et pour autant, vous arrivez à les visualiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous les visualisez, vous construisez votre propre image du personnage, non pas sur des traits physiques, mais de par ce qu'ils sont, et ce que je veux dire par ce qu'ils sont, c'est leur psychologie, leurs réactions, leurs peurs, leurs forces, leurs faiblesses, tout ça. C'est ça qui fait que vous allez dessiner une image d'un personnage qui sera la vôtre. Et c'est pour ça que quand on regarde une adaptation cinématographique d'un livre qu'on a beaucoup aimé, on est souvent déçu. Parce qu'en fait, on nous impose une image qui n'est pas celle qu'on s'était faite lorsqu'on a lu le livre. Voilà. Donc moi, je trouve ce qui manque, c'est effectivement Cosimo. Si je me pose la question, quelle est sa peur, quelle est sa force et sa faiblesse, j'ai du mal à répondre à ces trois attributs qui sont essentiels dans la construction d'un personnage. Voilà. Et ensuite, plus finement, moi, j'ai du mal si on me demande est-ce que tu peux résumer qui est ce personnage, j'ai du mal. Voilà. Donc vraiment, hein, quand vous construisez un personnage, le plus important, c'est vraiment d'aller chercher sa psychologie. Ce qu'il est, ce qui le rend vulnérable, ce qui fait qu'il est unique. Alors qu'une description physique, généralement, c'est pas ça qui fait le côté spécifique du personnage. Voilà. Une autre question, justement, par rapport à toi qui as lu un autre livre de cet auteur. Est-ce que tu retrouvais cet aspect avec les personnages de ce livre-là, ou il était tellement bizarre le livre qu'il y avait à se poser la question? Oui, Si par une nuit d'hiver un voyageur, c'est tellement bizarre que moi, dans mes souvenirs, moi j'ai lu quand j'avais 18 ans, ça date. Il n'y avait même pas de personnage, quoi. C'est un truc hyper bizarre où le lecteur est embarqué dedans. C'est très perturbant comme livre. Voilà. Le lecteur, vous devenez le personnage principal, quoi. Il y a un peu de ça. On ne sait pas trop. Donc, il n'y a pas ce travail-là des personnages. Ouais. Il n'y avait pas dans celui-ci. Après, j'en ai pas lu d'autres de Calvino. Il faudrait voir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, mais sinon j'ai une autre truc où... Vas-y. Par rapport au but dont tu discutais, tu disais effectivement son but c'est d'être là et de rester dans les arbres. Et le fait, par rapport à l'arc narratif, on a l'impression qu'il doit quand même bouger ou évoluer. Et finalement, moi je trouvais et c'est pour ça que je me demandais est-ce que c'est vraiment ça le but ou pas? Parce que il est là, il est rempli, et puis finalement il n'a plus qu'à rester là jusqu'à la fin et ça change pas beaucoup. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Même si des fois il y a Viola qui essaye de oui, en termes d'obstacles, ouais. Il y en a quelques-uns. Et il y en a quelques-uns où à un moment, je revois une scène, là, l'histoire de grottes, de bateaux, je ne sais pas si ça vous parle, de trafic et de marchandises, etc., où pour pouvoir agir, il se dit je vais devoir descendre de l'arbre, et puis finalement il trouve une parade pour ne pas avoir à descendre. Il y a quelques obstacles quand même qui le mettent en danger de descendre, donc de rater son but. Mais grosso modo, vous avez raison de dire que c'est répétitif, en fait. Finalement, chaque chapitre devient un conte dans le conte. Et du coup, on n'a pas cet arc narratif-là avec les différentes variations. En tout cas, on l'a moins. Oui.
Est-ce qu'il y avait autre chose, autre partage ou réaction? Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai écrit un billet de blog sur Italo Calvino. Je crois que j'ai oublié de le partager dans le mail. Voilà, pour en savoir plus sur la pratique de cet auteur-là. Il y a 2-3 choses intéressantes à découvrir. C'est le dernier billet de blog donc sur mon site. Isabelle, voulez intervenir? Je m'interrogeais juste sur ces allusions et ces citations à certains moments où des philosophes des Lumières, enfin, est-ce que ça rentre dans l'idée, bon, bah, voilà, par rapport à l'époque, il fallait aussi en parler et voilà, ou à quoi est-ce que ça répond? Je me suis interrogée parce que ça aurait pu être intéressant, mais enfin, ça l'était selon moi, ça l'était pas. Oui. C'était trop ou pas assez ou je sais pas. Je ne sais pas non plus. Je dirais que comme le livre, le conte, le roman, je ne sais pas comment l'appeler, se situe en fin de XVIIIe siècle, Ouais. c'est l'époque des Lumières. Mmh. Donc, je pense Voilà, que ouais. Calvino, qui est du XXe siècle, a dû se dire, je dois forcément faire allusion aux philosophes. Voilà, c'est la réflexion que je me ferai, mais Ouais, ensuite, parce j'en sais qu'on pas plus non plus. les voit passer un peu comme ça, Voltaire, Diderot, mais c'est voilà. Bon, bah, non, mais ça correspond. Je croyais que c'était moi qui manquais des codes nécessaires pour, voilà, comprendre ce qu'il cherchait à faire. Non, je pense pas. Je C'est pense que mon c'est le ressenti. côté un peu rigolo où il fait Ouais. des références comme ça. C'est un peu les guest stars qui arrivent, comme Napoléon. Voilà, on les fait apparaître. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière que nous Mmh. n'arrivons pas à déceler en tant que petits lecteurs que nous sommes. Peut-être. OK, merci. Voilà. J'ai pas eu le temps d'aller lire des articles ou des Mmh. analyses sur ce livre-là. Peut-être qu'on en apprendrait plus. En tout cas, moi, j'ai pas perçu autre chose. Mmh. D'accord, merci. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou partages. Alors, le prochain livre, j'avais choisi et j'ai changé d'avis hier soir. En fait, je voulais pour le prochain livre un russe, pour essayer voilà, de varier les plaisirs. Et dans mon enfance, j'avais lu de Solzhenitsyn Une journée d'Ivan Denisovitch. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ah non, pas du Mmh. tout. Oui. Alors, donc, j'ai commencé à le relire pour l'avoir en tête. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai trouvé que c'était très, très difficile comme lecture. Bon, le sujet est difficile, c'est sur une journée d'Ivan Denisovitch qui est un prisonnier de goulag. Mmh. Mais c'est surtout en termes d'écriture, j'ai trouvé ça extrêmement difficile et c'est vraiment une surprise parce que figurez-vous que moi, je l'ai lu en 4e. Donc, j'étais élève en 4e à l'époque. À l'époque, on nous donnait 3 livres à lire pendant les vacances d'été. Je crois que ça ne se fait plus du tout. Donc pour préparer la rentrée. Et donc, pendant les vacances d'été, entre la 4e et la 3e, j'avais lu ce livre, Une journée d'Ivan Denisovitch. Et j'en gardais un souvenir très marquant. C'était pour moi, un de ces livres qui ont fait que plus tard, j'ai choisi comme métier d'être dans le monde des livres. Et là, adulte, le relire et ne pas y arriver, mais je me suis pris une grosse claque. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant parce que je me demande ce que l'enfant que j'étais avait absorbé de ce livre pour que ça m'ait marqué à ce point et qu'aujourd'hui, voilà, ça a été si difficile que j'ai décidé de ne pas vous l'imposer. Voilà. Si vous avez la curiosité, voilà, allez y jeter un œil, lisez-le. C'est un classique de la littérature, c'est un roman engagé, c'est le roman qui a fait connaître au monde le goulag. Solzhenitsyn, c'est un auteur important. Voilà, donc
si vous souhaitez étendre votre culture littéraire, vous pouvez y jeter un œil. Mais donc, je n'ai pas choisi ce livre-là pour notre prochaine réunion. Et donc, j'ai choisi celui que j'avais en tête pour une prochaine réunion, qui est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Oui, Isabelle. Ouais. Donc, c'est J'avais bien aimé. C'est très très vieux. Je l'ai lu petite, enfin, ou jeune, je sais plus. J'avais trouvé ça très bien. année, je crois que ça a été publié dans les années 50, 1950. Ouais. C'est un roman de science-fiction Ouais. dystopique, voilà, mais qui est très important puisque ça parle de livres, de l'importance des livres. Hein. Donc, c'est un roman qui est assez court. Je n'ai pas vérifié s'il était libre de droit. S'il l'est, je vous mettrai le PDF, hein, bien sûr. Sinon, c'est un classique dont vous le trouverez dans n'importe quelle médiathèque ou en poche pour pas cher. Voilà. Donc, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je vous recevrai bien entendu la référence. OK. Oui, Christine, Oui. Tu m'entends là? Oui. Tu n'as pas parlé d'isolement. Ah oui, j'ai pas parlé d'isolement, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, alors simplement, je voulais dire qu'effectivement, moi, c'est un thème qui me parle beaucoup. Et il y a la littérature qu'on appelle nature writing, donc l'écriture de la nature, si je traduis, mais en fait, en français, on a gardé le terme en anglais. C'est devenu un genre. Hein, l'écriture de la nature. C'est devenu un genre et donc il y a des écrivains qui s'inscrivent dans cette thématique-là, c'est-à-dire dont les livres en fait parlent de personnages qui s'isolent dans la nature, hein, parce qu'ils fuient justement une société codifiée qui n'arrive pas à intégrer. Et moi j'adore, donc j'ai beaucoup de références à te donner, Catherine, si ça t'intéresse. Je pense entre autres à Claudie Hunzinger, qui est, tiens, elle est juste derrière moi là. C'est elle, Claudie Hunzinger. C'est un auteur alsacien qui écrit, voilà, le personnage est isolé dans une cabane, essaye de vivre sans eau courante ni électricité. Ce genre de littérature-là, après le classique, c'est Henry David Thoreau, Walden. Ça, c'est le tout premier livre justement dans ce genre-là. Walden ou La vie dans les bois, c'est très beau aussi. Voilà, si ça vous intéresse, je connais assez bien ce genre-là, donc je pourrais partager une bibliographie. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est un thème qui est tellement important pour certains auteurs dans la littérature que ça en est devenu un genre, un sous-genre. Voilà. Il y a aussi Into the Wild qui a donné un magnifique film que vous connaissez sans doute. Ouais, un beau film. Oui. Voilà. Écoutez, s'il y a... Oui, autre chose? Non? Très bien. Bon, j'étais ravie. On était plus nombreux ce soir. C'était sympathique. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir lu le livre, bien que c'est pas toujours été simple pour celui-ci. J'espère que vous allez apprécier le Bradbury. Et donc, on se retrouvera le jeudi 3 août, même heure. Jeudi 3 août. OK. OK? Merci. Bon, merci à tous. Je vous Merci. souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.